Shalom Uvracha. Alors la dernière fois, on avait parlé, Siyata Dishmaya, Baruch Hashem, du problème de l'âge. D'abord, à partir de quel âge il fallait commencer avec la discipline. On avait dit qu'il fallait commencer en fait dès le plus jeune âge. Dès que l'enfant, il comprenait déjà l'intonation de ma voix. Quand je dis non, 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 même si l'enfant ne comprend pas le mot, il comprend que papa, il n'est pas d'accord. Aussi, on avait dit qu'il fallait faire attention de ne pas demander à l'enfant des choses qui étaient au-dessus de son niveau. C'est-à-dire, si l'enfant il peut faire quelque chose en se surpassant, ça ne veut pas encore dire que c'est son niveau. Pour dispenser une bonne discipline, il faut demander quelque chose à l'enfant qu'il peut faire de façon relativement facile. Aussi, on avait expliqué que la discipline, c'était pas un moyen de régler nos problèmes pratiques. Par exemple, les problèmes d'ordre ou de désordre dans la maison. Première conséquence pratique de cela, c'est que quand on va demander quelque chose à l'enfant, il faut éviter de demander quelque chose quand moi-même je suis stressé. Si moi je suis stressé parce qu'il y a le désordre total dans la maison, c'est un mauvais terrain de commencer maintenant à faire de la discipline là. Parce que, comme on l'a expliqué, il faut pas rentrer dans les conflits. Et si moi maintenant, je suis stressé maintenant, je dois partir de la maison est tout en désordre, je vais maintenant décider maintenant de dispenser à mes enfants de la discipline à ce moment-là, c'est sûr et certain que ça va finir en rapport de force. Et comme on l'a déjà expliqué, le rapport de force, c'est pas quelque chose qui est bénéfique pour la discipline, c'est même destructeur. On va le voir de façon plus précise dans ce cours. Alors aussi, on avait expliqué que la conséquence pratique du fait que la discipline, c'est pas un instrument qui va me permettre de gérer mes problèmes pratiques, c'est que même un enfant qui est vraiment un motek shaliyed, comme on dit en hébreu, ça, il est vraiment très très mignon et que vraiment on n'a pas de problème avec lui aussi a besoin de discipline. Parce que même à l'endroit où il se trouve, et dans la vie qu'il aura dans le futur, il sera quelquefois, et même souvent, amené à des problèmes où il sera en face d'une frustration, en face d'un désir, en face de quelque chose qu'il n'aura pas envie de faire, ouais. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faudra qu'il apprenne à se surpasser, avoir de l'autodiscipline, et c'est comme ça qu'il arrivera loin dans la vie. On l'a déjà dit, c'est pas forcément lié à la religion, c'est pas que dans la Avodat Hashem, dans la religion, c'est dans tous les domaines. C'est bien connu que l'autodiscipline, la régularité et la persévérance, c'est en fait la clé de la réussite dans tous les domaines. Dans le domaine professionnel, dans le domaine de la Torah, de la religion, absolument tous les domaines. Et ce qui va donner en fait ce caractère à l'enfant, c'est bien la discipline lorsqu'elle est bien dispensée. Alors parlons un petit peu aujourd'hui du problème de la frustration. Parce que à chaque fois qu'on fait le cours sur la discipline, bon là il n'y a pas vraiment d'interlocuteur, mais il y a toujours des réactions comme ça que les mamans elles me disent oui mais vous comprenez Rav, si on commence à faire de la discipline, j'ai très très peur de frustrer mon enfant. Bon, déjà, première réponse à cette question, et ça on l'avait dit aussi dans les cours précédemment, c'est que quand on parle de discipline, on parle pas de quantité, mais on parle de qualité. C'est-à-dire que la discipline, c'est pas une dictature. C'est pas que maintenant, en permanence, maintenant, je vais me donner des ordres à l'enfant et que je vais vouloir sans arrêt le soumettre à toutes sortes d'ordres et de règles. Pas du tout. La discipline, c'est même peu de règles, mais en fait, les règles qu'on s'est fixées, on les respecte. Une fois que l'enfant a passé le cap et que la règle est devenue pour lui une seconde nature, alors on passe à une autre règle. Mais ça doit jamais être en quantité, on va dire, abusive. Ça doit être peu, mais bien. Quand je dis bien, quand je dis une discipline de qualité, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur ce qu'on a dit. C'est ça la qualité de la discipline. Donc déjà, dans ce sens-là, le problème de la frustration, vous voyez que c'est un faux problème. C'est une illusion. Parce que quand on commence à apprendre les cours de discipline, que jusqu'à présent, en fait, on faisait aucune discipline avec nos enfants, si ce n'était que se mettre en colère contre eux, et ça, on a déjà expliqué que c'était pas du tout de la discipline, ou alors, systématiquement tout leur céder, ben ça, y a pas besoin de l'expliquer, c'est de l'antidiscipline. Donc si jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment de discipline, dès qu'on commence à faire de la discipline, on a l'impression maintenant que ça devient une dictature. C'est faux. Alors peut-être que vraiment on exagère dans la dose, et là il faudra redoser comme il se doit, mais quand déjà la dose elle est bien mesurée, donc faut pas déjà s'inquiéter par rapport au problème de la frustration. Mais on va dire encore bien plus que cela. On a tendance à croire que la frustration en fait est le résultat, en fait, d'une situation dans laquelle je me trouve et que j'ai envie de faire quelque chose et que maintenant il y a l'autodiscipline ou la discipline, ma propre discipline ou quelqu'un de l'extérieur qui va me dire non, t'as pas le droit de faire ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est frustrant. Oh là là, qu'est-ce que c'est terrible. Eh ben, je vais vous dire, en réalité, la frustration, elle vient exactement du contraire. En réalité, si vous réfléchissez bien au problème, la frustration vient de l'éventualité que peut-être oui, peut-être je peux faire cette chose-là. Et les gens qui raisonnent de cette façon, c'est-à-dire qu'ils sont en face d'un problème et qui savent maintenant qu'ils ont envie de faire quelque chose, mais par exemple c'est pas moral, ou par exemple c'est interdit, ou tout simplement parce que c'est du vol, d'accord? Eh bien, les gens qui se sentent frustrés, en fait, c'est des gens qui ont toujours été habitués que peut-être qu'un non, c'est pas vraiment un non. Peut-être que non, mais dans une certaine mesure, on pourrait peut-être oui. Ça, c'est complètement antidiscipline. On l'a déjà expliqué. La qualité de la discipline, c'est que le non, il doit être un non. Et je vous garantis que
lorsqu'une personne s'est habituée à raisonner comme ça, elle n'est pas frustrée. Je vous donne un exemple concret. Un enfant joue avec sa voiture. Il joue avec sa voiture. Bon. Et puis il roule, il tourne. Et puis il arrive à un moment, il veut tourner à droite et il y a un mur. Alors vous allez voir que les petits enfants, d'ailleurs ça nous amuse, ça nous fait rire, ils se mettent à pleurer, à hurler. Alors quelqu'un, on vient le voir, qu'est-ce qui se passe mon chéri? Qu'est-ce qui se passe? Le mur, il veut pas me laisser passer la voiture. Pourquoi il hurle? Parce qu'il n'a pas encore intégré que quand il y a un mur, il y a un mur. Quand il y a un mur, on peut pas le passer. Et vous allez voir que doucement, la vie va lui apprendre que quelquefois, il y a des murs, et doucement, vous verrez qu'il ne pleurera plus du tout. C'est-à-dire que, pourquoi il pleure? Parce qu'il vit encore dans l'illusion que peut-être on peut passer le mur. Regardez, il n'y a pas très longtemps, j'ai un exemple tout frais. J'ai un de mes enfants, le petit, en général, ils sont tout petits parce qu'ils n'ont pas encore appris la réalité. Vous voyez, la réalité de la vie aussi leur apprend qu'il y a des règles. Il joue avec ses soldats, puis d'un seul coup, j'entends hurler. Je m'approche, qu'est-ce qu'il y a mon chéri? J'avais peur qu'il se soit fait mal ou quelque chose. Et puis, pourquoi il hurlait? Parce qu'il y avait un de ses soldats qui tenait pas. Vous savez, des fois, il y a des défauts de fabrication. Vous savez, les petits soldats que vous posez. Alors, des fois, il y en a qui tiennent, c'est ceux qui sont bien faits, puis des fois, il y en a qui tiennent pas. Ou c'est un défaut de fabrication, ou alors ils ont été un petit peu tordus. Et ils tombent. Et il se mettait à hurler. Et il le remet, et il tombe. Il remet, et il tombe. Il se mettait à hurler. J'essaie de lui expliquer. Mon chéri, ce soldat, il ne tient pas. C'est pas grave, tu joues avec les autres. Non, je veux que ce soldat, il tienne, et il hurle, et il pleure, et il hurle. Ça lui a pris quelques jours. Et doucement, quand il a compris que ce soldat ne tenait pas, il n'était plus du tout frustré. Parce qu'il a compris que c'était la réalité. Regardez. Encore un exemple, peut-être plus adulte. Quelqu'un qui attend le bus. Il n'y a rien de plus frustrant que d'attendre le bus et que le bus ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, on l'attend. Parce qu'à chaque instant, on dit, mais le bus doit arriver. Donc, si la tsipia, l'aspiration est forte et que la chose ne vient pas, c'est ça qui crée la frustration. Mais la personne ne sera jamais frustrée du fait, par exemple, de ne pas avoir des ailes pour pouvoir s'envoler de la station de bus pour arriver jusqu'à chez lui. Peut-être les enfants sont frustrés d'une telle chose. Comprenez? Vous n'avez jamais été frustré de ne pas vivre dans le palais de la reine d'Angleterre. Et pourtant, je vous garantis que vivre dans le palais de la reine d'Angleterre, ça doit être très agréable. C'est très grand, c'est spacieux, il y a des serviteurs, c'est le luxe. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a été jamais frustré par cette chose-là? Et par encore beaucoup d'autres choses? Parce que c'est pas du tout des choses qui, pour nous, la question se pose. C'est un autre monde, c'est complètement autre chose. Si on pouvait en fait avoir cette perception du monde et cette perception en fait des règles dans le monde telle que cet exemple du palais de la reine d'Angleterre, eh ben en fait on vivrait au paradis. On ne serait pas du tout frustré. Je voudrais vous prendre maintenant un exemple personnel. Les exemples personnels, c'est toujours l'exemple qu'on arrive le mieux à expliquer parce qu'on les a vécus. Vous savez, je suis Baal Teshuvah. Et quand j'ai fait Teshuvah, j'ai commencé à faire Shabbat alors que j'étais à l'école de musique. Alors, inutile de vous expliquer que l'école de musique Rimon à Ramat HaSharon, c'est tout sauf religieux. D'accord? Quand j'ai commencé à mettre la kippa, c'est une petite kippa tissée comme ça, ce rouga noir, les gens ils venaient me voir, ils me serraient la main, ton père il est mort? Ah, c'est ta mère, t'es en deuil? Non, je suis pas en deuil. Mais pourquoi tu mets la kippa? T'as perdu la tête? Qu'est-ce qui se passe? T'es en dépression? Donc c'était ça l'ambiance, si vous voulez, à l'école de musique. Ok? J'ai gardé Shabbat pendant 1 an à l'école de musique. Eh bien, je ne vous mens pas. Pendant cette année, c'était un calvaire. J'étais sans arrêt en train de regarder la montre. Quand est-ce que Shabbat va sortir? Je mettais la télé, toujours la même chaîne, et la main qui me démangeait pour changer la chaîne. Parce que c'est très ennuyant de regarder toujours la même chaîne. D'accord? Donc, 1 an de Shmirat Shabbat, un calvaire. Ensuite, on me propose de passer à la yeshiva. C'était à la yeshiva du Rav Shaya. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Si déjà maintenant, en faisant mon petit Shabbat, je le faisais pas parfaitement, je sens que c'est un calvaire. Si je rentre maintenant dans une yeshiva et qu'on va me rajouter encore des choses sur le dos, c'est pas que Shabbat, il faut faire le kiddush, il faut faire les brachot, et ça c'est permis, et ça c'est interdit, et ça c'est interdit. C'est pas possible, ça va pas, ça. C'est pas possible. Si déjà c'est un calvaire comme ça va être l'enfer. À l'époque, j'ai discuté avec un rav que j'aimais beaucoup. Bon, pour finir, je vous passe les détails. Il m'a convaincu de rentrer dans la yeshiva. Et chose complètement incroyable, Rav Tal. La première année de yeshiva que j'ai passée ici, à Yeshua Yosef, c'était l'une des plus belles années de ma vie. Comment vous pouvez expliquer ça? Non seulement ce n'était pas une difficulté de faire Shabbat, mais en plus c'est devenu un plaisir extraordinaire. Comment expliquer cela? Eh bien, vous voyez, c'est exactement le principe qu'on est en train d'expliquer.
lorsque je faisais Shabbat et que j'étais à l'école de musique, en réalité, inconsciemment, en permanence, il y avait peut-être l'éventualité que je craque. Peut-être l'éventualité que, bon, allez, pour ce Shabbat, je prends ma voiture, je vais à la plage. C'est ça qui ronge, Rabotai. C'est ça qui crée la frustration. Et c'est ça qui fait qu'en fait, l'observation de la Torah et des mitzvot, ça peut devenir un calvaire. C'est quand on n'est pas entier. C'est quand on est comme ça, mi-figue, mi-raisin. Les gens qui sont comme ça, un petit peu moitié-moitié, ils regardent les orthodoxes, ils regardent les religieux, ils disent, mais comment ils font? Comment ils sont des tzadikim? Mais ils se rendent pas compte que c'est beaucoup plus difficile pour eux de garder la Torah et les mitzvot. Parce qu'ils sont tout le temps, en fait, en train de se dire, mais peut-être que ce soit conscient ou inconscient. C'est ça qui crée la frustration. Donc maintenant, vous avez compris déjà, vous avez déjà très bien compris. Quand je suis passé à la Shiva du Rav Shaya, vous comprenez bien que c'était pas shayach. La question ne se posait même pas. J'allais pas au milieu du Shabbat prendre ma voiture et faire au Rav Shaya, je vais à la plage. Impossible. Donc comme la question ne se pose pas, comme quand on est dans une yeshiva, c'est impossible d'enfreindre le Shabbat. C'est comme un mur. Il n'y a plus de frustration. Donc vous comprenez maintenant, pour revenir au problème de l'éducation des enfants, on a ici quelque chose d'extraordinaire. C'est que, en fait, en éduquant l'enfant à la mishmat, en éduquant l'enfant qu'un non c'est non, en lui donnant cette perception du monde et cette perception de lui-même, on est en train de lui donner en fait l'antidote, le médicament à la frustration. Cet enfant ne sera pas un enfant frustré. Exactement le contraire de ce qu'on pourrait croire. On aurait tendance à croire qu'un enfant auquel on aura dispensé beaucoup de discipline, avec lequel on aura été dur, soi-disant, entre guillemets, en fait on n'est pas dur du tout avec lui, on est en train de lui faire un cadeau. C'est un enfant qui va être terriblement frustré, qui va être enfermé, qui va pas s'épanouir. Comme disaient les psychologues américains à une certaine période, no frustrate children, surtout ne frustrez pas les enfants. Complètement faux, à Botaï. C'est un enfant auquel on aura dispensé une bonne discipline, saine, encore une fois, pas des rapports de force, pas une façon de régler mes problèmes, pas non plus une dictature, tout est non. C'est 90% de oui, mais quand j'ai dit non, 10% de non, c'est non, je le tiens. L'enfant, il est habitué, il a une perception du monde, que quand il y a quelque chose qui est interdit, c'est interdit. Il n'y a pas à discuter, c'est comme un mur. De la même façon que personne ne sera frustré de ne pas pouvoir passer à travers un mur, sauf pour les enfants. À l'époque de l'homme invisible, je me rappelle quand j'étais petit, on voyait l'homme invisible, et c'est vrai que quelquefois ça peut rentrer vraiment dans l'imaginaire de l'enfant, que l'enfant il peut se retrouver frustré, parce qu'il voit quelque chose, il dit, mais alors il y croit quand tu vois l'homme invisible qui passait à travers les murs, vous vous souvenez? Alors l'enfant il peut se retrouver, il peut être frustré, parce que il se dit peut-être que je peux passer à travers le mur. Mais à partir du moment où il a compris qu'on peut pas passer à travers le mur, d'accord? Si sa perception en fait de la Torah, des mitzvot et de toutes les règles, d'accord? C'est pas seulement de la Torah qu'on parle, d'accord? On parle aussi de règles éthiques, de règles morales, d'accord? On parle aussi de règles qui vont gérer la vie de l'homme, d'accord? Si je sais que je dois me lever maintenant pour aller au travail et que je sois employé ou que je sois patron, parce que vous savez que les patrons, pour les patrons, vous allez bien comprendre ce que je dis. Les gens croient que les patrons ils font ce qu'ils veulent, c'est complètement faux. Les patrons s'ils font ce qu'ils veulent, leur boîte elle coule. D'accord? Des patrons qui sont sérieux, qui travaillent, qui veulent que leur boîte maintenant prospère, c'est des patrons qui doivent avoir beaucoup d'autodiscipline. Si je comprends maintenant que je dois me lever à 7 heures, ben je vais me lever à 7 heures. Il n'y aura pas de frustration à Bretagne. La frustration, elle vient du fait que je regarde ma montre, bon, peut-être je dors encore un peu. Et je tourne dans le lit, et je tourne dans le lit, je fais la crêpe. Tac, 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 tac. Ouais. Et on voit les autres qui se réveillent comme des lions. On se dit, oh, les pauvres, qu'est-ce qu'ils doivent souffrir? C'est exactement le contraire à Bretagne. C'est nous qui souffrons. Eux, ils souffrent pas du tout. Parce que eux, ils ont compris que quand il faut se lever, il faut se lever. Ça, c'est une perception du monde. Et donc, quand on va prodiguer à l'enfant cette perception du monde, on lui a fait un cadeau tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un enfant, en fait, qui plus tard va réussir à faire des grandes choses dans la vie et qui ne ressentira pratiquement pas la frustration. Alors, bien entendu, ça va dépendre, au cas par cas, ça va dépendre de la dose de discipline qui lui a été prodiguée. Ça va dépendre si cette discipline, elle a été bien passée. Mais dans le principe, c'est tout à fait clair. Je pense qu'on a bien expliqué. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.